Ordinateur. Bonjour à tous, bon midi. Je suis vraiment contente de vous avoir avec moi en ligne. On s'est demandé cette année, en fait, on s'est dit, il y a beaucoup de gens qui viennent de partout au Québec et qui n'ont pas nécessairement l'occasion, en fait, d'assister à l'Expo Manger Santé puis aux conférences qu'on y donne. Alors, cette année, c'est une nouveauté. On s'est dit, et si on prenait notre conférence qu'on a donnée en collaboration avec l'Expo Lent Art et moi comme conférencière, et si on l'offrait post-expo de façon virtuelle. Alors, on avait à peu près, écoutez, on l'a annoncé il y a 4 jours et on avait à peu près 250 inscriptions. Alors, c'est signe que c'était une bonne idée. Donc, j'en suis très contente et nous essaierons de voir peut-être si les prochaines années, on pourra refaire l'expérience ainsi, l'annoncer un petit peu plus tôt et donc donner cette belle occasion-là à plusieurs autres personnes. Donc, vous savez, les conférences à l'Expo Manger Santé, c'est toujours un petit peu plus court que les webinaires qu'on a l'habitude de faire. Donc, je vais vous libérer vers environ 12h45. Donc, la conférence en tant que telle va durer environ 30-35 minutes. Puis, je vais me garder un bon 10-15 minutes de questions, que les questions étant soit en lien avec la présentation ou non. Ça va vraiment me faire plaisir là, de prendre ce temps-là avec vous. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, alors c'est possible que dans cette salle virtuelle, ce soit le cas. Je vais prendre le temps de me présenter rapidement. Je m'appelle Andréane Martin. Je suis la fondatrice de la clinique Epitelia, une clinique dans laquelle travaillent des diététistes nutritionnistes dont le savoir-faire est axé sur la santé digestive. Je suis moi-même bachelière en nutrition, auteure, co-auteure, et on m'a déjà présentée comme étant la seule conférencière au Québec qui parle de caca sans faire fuir son public. Alors, je trouve ça très cocasse, mais en même temps, ça met la table sur le sujet. Donc, cette année encore, Land Art m'a fait la grande demande, soit celle d'être leur conférencière pour l'Expo Manger Santé de Québec et de Montréal. Et j'en suis toujours très honorée d'année en année parce que ça me permet d'avoir des moments vraiment privilégiés à vos côtés. Et cette année, Land Art et moi, on avait envie de parler, oui, évidemment, de microbiote intestinal, de santé digestive, mais en mentionnant un petit peu au début les bases, certes, donc on va se rappeler certains concepts intéressants, mais par la suite, on va focuser sur certains alliés un petit peu plus méconnus, leur rôle bien documenté au niveau du microbiote intestinal et de la santé digestive. Donc, on va jaser ensemble de vitamine D, d'aloe vera et d'oméga 3. Puis comme dans tout bon webinaire gratuit, vous aurez une belle surprise, un petit cadeau à la toute fin. Donc, je prendrai le temps de vous présenter ça également. Alors, sans plus tarder, je vais partager mon écran. Ah, simplement vous dire que si vous avez des questions, vous allez pouvoir utiliser l'onglet Discuter. Moi, je vais voir apparaître les questions, mais je ne pourrai pas les lire en cours de présentation. Donc, ça va être vraiment quand je vais cesser le partage d'écran que je vais retourner dans la petite boîte de discussion. Puis là, je prendrai le temps de bien répondre à vos questions. Donc, on va comme suit, partager l'écran. On va se mettre ça en mode diaporama. Puis là, je vais voir si je suis capable de vous enlever de là pour que vous puissiez... Ah oui, bon, j'espère que ça fonctionne bien pour vous aussi. OK, puis s'il s'ajoute des gens, j'imagine que, poup, ça va me popper, puis on va pouvoir les ajouter à la salle virtuelle. Alors, comme c'est enregistré, je vous rappelle que si vous souhaitez éteindre vos caméras pour pas qu'on voit vos visages, c'est libre à vous de le faire. Tous les micros sont désactivés. Alors, prière de ne pas les réactiver pour ne pas nécessairement qu'on entende vos douces voix en même temps que la mienne. Donc, allons-y comme suit. C'est drôle, vous allez rire, mais il y a 2 semaines environ, pas il y a 2 semaines, il y a une semaine, en tout cas, c'est vraiment pas important. Je n'avais pas le temps dans mon horaire d'aller voir mon coiffeur habituel, mais là, vous allez dire, voyons, elle s'en va où, elle, avec ses bottines? Mais je suis allée, je devais vraiment me faire couper les cheveux, alors je suis allée voir une coiffeuse qui ne me connaît pas. Alors, parle, jase, hein, on sait ce que c'est. Elle me demande un peu ce que je fais en affaires, je lui partage tout ça, je lui parle du microbiote intestinal, et là, je réalise, de par les questions qu'elle n'a aucune idée de ce qu'est le microbiote intestinal. Et là, ça a été un peu comme une claque d'en face pour moi. Je me suis dit, Hey, Andréane, descends un peu de ton nuage rose, là. C'est pas tout le monde qui connaît ce qu'est le microbiote intestinal, puis à quel point ça peut avoir un impact sur la santé globale. Alors, je me suis dit, ben, si tu parles de microbiote dans une conférence, t'as pas le choix de commencer par définir ce que c'est.
Donc, on va commencer par ça, nous aussi, ce midi. Donc, c'est quoi le microbiote? Ben, le microbiote, c'est l'ensemble des bactéries, virus, levures, champignons, tous les microbes, tous les micro-organismes finalement qui habitent dans vos intestins, dans votre gros intestin particulièrement. Il y en a du monde. La nouvelle littérature nous dit à peu près là, 38 milliards. C'est même difficile à imaginer, là. Et dites-vous en fait qu'on a tellement de bactéries en dedans de nous qu'au final, on est constitué de plus de gènes bactériens que de gènes humains. C'est assez particulier. Puis ces bactéries-là ne sont pas juste là pour faire la potiche, là. Ces bactéries-là ont des rôles à jouer dans le corps, des rôles sur la santé globale. Donc, le microbiote va influencer à la fois la digestion des aliments, l'absorption des nutriments, va avoir un rôle clé dans les fonctions immunitaires, va parler indirectement au cerveau. Vous savez hein, qu'il y a toute une autoroute nerveuse entre l'intestin et votre cerveau, là. Puis, sur cette autoroute nerveuse-là, 80% des signaux partent de l'intestin pour aller jusqu'au cerveau. L'intestin, là, il en gère des affaires. Puis si tout va bien de ce côté-là, mais ça permet aussi de limiter un peu l'état inflammatoire chronique qui est problématique dans certaines maladies chroniques qu'on connaît. Quand le microbiote va pas bien, quand le microbiote est perturbé, qu'est-ce qui arrive? Mais finalement, on n'a pas juste des problèmes digestifs. Si vous m'avez bien suivi jusqu'à maintenant, ça va toucher l'ensemble des systèmes. Donc oui, on va se sentir ballonné, constipation, diarrhée. Ça se peut qu'on ait de l'inflammation chronique qui s'installe. Le microbiote va pas bien, notre barrière intestinale fait pas bien son travail. Tranquillement, l'état inflammatoire peut s'installer. On en reparlera d'ailleurs. Un peu de fatigue, brouillard mental, impact sur les fonctions cognitives. Donc on a beaucoup, beaucoup de structures et de systèmes qui sont impactés par la santé de notre microbiote ou par le fait que le microbiote soit perturbé. Alors là, vous serez d'accord avec moi que, ben, au final, le microbiote, faut en prendre soin, n'est-ce pas? Donc, c'est ma mission de tous les jours, je vous dirais. Alors, pour prendre soin de notre microbiote intestinal, même si je viens du monde de la nutrition, la première chose que je vais vous dire, c'est le point 3 que vous voyez ici à l'écran, la gestion du stress. Et s'il y a quelque chose qui est bien plus facile à dire qu'à faire, c'est celle-là. Par contre, quand on connaît les impacts du stress sur le microbiote, oh, ça nous donne quelques arguments de plus hein, pour agir de ce côté-là. Le stress, en fait, ce que ça fait. Ben, premièrement, ça augmente le mouvement de votre intestin. Le son, on l'a tous déjà vécu. Une période de stress un peu plus intense, selle molle, diarrhée, hein, donc le va-vite. Mais au-delà de ça, plus on est stressé, moins nos sécrétions digestives sont efficaces. Plus on nuit, en fait, à la sécrétion d'enzymes, par exemple. Donc, moins bien on digère. Quand on est très stressé, qu'est-ce qui arrive? La barrière intestinale ne fait plus bien son travail. La barrière intestinale, le mot le dit, c'est une protection. C'est une paroi qui nous permet d'être protégés du monde extérieur, on va dire ça comme ça. Donc, si la barrière fait plus bien son travail, il y a des molécules qui peuvent entrer dans la circulation sanguine, puis d'habitude, elles ne sont pas supposées entrer là. Quand le microbiote est perturbé comme ça à cause du stress, mais ça vient créer finalement certains symptômes d'alarme au niveau du système immunitaire, oui, pardon. Et puis là, il y a d'autres molécules inflammatoires qui vont arriver. Puis c'est comme ça que graduellement, l'état inflammatoire va s'installer. Donc, pour un microbiote optimisé, la gestion du stress, là, elle est super, super importante. Maintenant, côté nutrition, bon, ça, vous m'entendez souvent le dire, hein, l'importance des fibres alimentaires. Les fibres, c'est probablement ce que votre microbiote aime le plus. Encore faut-il adapter le type de fibres à nos symptômes si on a des intestins un petit peu plus sensibles. Mais voyez-vous, là où le bas blesse, là, c'est la quantité de fibres. Nord-américains que nous sommes, là, on en mange à peu près 15 à 20 grammes par jour, alors que les besoins, vous les avez ici, on parle de 25 à 38 grammes de fibres par jour. Donc, augmenter la consommation de végétaux, ça permettra d'augmenter la quantité de fibres quotidiennes. Bon, maintenant, si vous dites, ben moi, Sandriane, ça va plutôt bien dans mon alimentation, maintenant, quel pas de plus je peux faire? Eh bien, on peut focuser sur les fibres prébiotiques. Donc, les prébiotiques, dites-vous, c'est l'élixir de vos bonnes bactéries intestinales. Les prébiotiques, là, c'est ce qui va permettre à vos bactéries de produire des molécules anti-inflammatoires. Ça fait bien, bien notre affaire. Puis au Québec, on est
immensément chanceux. Désolée pour Clara qui vient de Paris. Donc, on est très chanceux parce qu'on a énormément de récoltes qui contiennent ces prébiotiques-là. Ail, oignon, poireau, la banane plutôt verte, là, très, très payante pour notre microbiote. L'avoine, les betteraves, les courges d'automne. Donc, voyez à quel point nos bleuets, entre autres, myrtilles pour les gens d'Europe. Donc, ce sont des produits qui contiennent énormément de prébiotiques et qui nourrissent bien les familles de bactéries. Et sinon, ce qui va aider, c'est d'optimiser la diversité du microbiote par l'intégration d'aliments variés, mais aussi par l'intégration d'aliments fermentés. Au-delà de la nutrition, c'est quoi les petits plus qui peuvent venir bonifier le travail et les fonctions du microbiote intestinal? Quels sont les petits plus aussi qui peuvent faire une différence sur certains symptômes digestifs? Donc, tel que mentionné plus tôt pour les gens qui n'étaient pas là, on va aller voir ces alliés méconnus du microbiote et de la santé digestive, principalement la vitamine D, l'aloe vera et l'oméga 3. Du côté de la vitamine D, on le sait maintenant, là, la vitamine D, c'est beaucoup plus qu'une question d'avoir des os en santé. La vitamine D a un rôle hormonal, donc elle va faire une bonne régulation. En fait, elle va aider au niveau de la régulation des fonctions immunitaires. Elle influence la composition de notre microbiote intestinal, mais surtout, elle a un impact quand même sur le travail de la barrière. Je vous fais souvent ces signes-là, en fait, c'est que la barrière intestinale, normalement, là, elle s'ouvre pour laisser passer les bonnes choses, puis elle se referme pour faire son travail de barrière. Cette ouverture et cette fermeture-là se fait grâce à tout plein de petites molécules, notamment la vitamine D. Donc, elle devient essentielle pour que la barrière intestinale fasse bien son travail. Et elle agit également sur l'inflammation locale. La vitamine D, ce que je trouve vraiment pas évident pour le consommateur, c'est qu'en fonction du professionnel de la santé à qui vous parlez, en fonction des réseaux sociaux, selon les différentes fondations et associations, les recommandations ne sont pas égales pour tout le monde. Certains, les apports nutritionnels de référence vont dire un 600 à 1000 unités internationales par jour. Les médecins qui travaillent plus en hormonothérapie vont dire non, non, un 2000 unités internationales par jour. Certaines fondations au niveau de la santé cardiovasculaire, au niveau de l'ostéoporose, vont avoir leurs idées bien précises. Quand on traite l'obésité, par exemple, des fois, ça va aller à des 4000 unités internationales par jour. Écoutez, c'est tellement variable d'une personne à l'autre, je vous dirais, et d'une recommandation à l'autre, que si on essaie de faire une moyenne, là, eh bien, on peut se situer entre 1000 et 2000 unités internationales par jour. Puis ça, ben, c'est carrément impossible à atteindre avec l'alimentation. Donc, on intègre un supplément. Lequel? Ça, c'est la question. Alors, le supplément de vitamine D qu'on veut intégrer, c'est un supplément de vitamine D3 qui est beaucoup plus facile à absorber qu'un supplément de D2. Le fait de le consommer au repas, donc avec un petit peu de gras, ou des fois dans certaines formulations, on a déjà, dans le fond, la vitamine D en soi est dans une matrice un petit peu plus huileuse, ce qui favorise justement son absorption. Puis le fait de la prendre dans sa forme liquide, bien, ça favorise l'absorption. Puis ben, entre vous et moi, côté adaptabilité familiale, c'est beaucoup plus simple. On donne une petite goutte à chacun, puis ça évite finalement de prendre une capsule pour les enfants. C'est pas toujours évident là, du côté familial d'y aller sous forme de capsule. Donc, la vitamine D en liquide devient fort pertinente. Par curiosité, j'aurais aimé voir vos mains levées, mais bon, je vais les voir de façon virtuelle. Qui a déjà mis de l'aloe vera sur des coups de soleil? Et là, je suis persuadée que la moitié de la salle aurait levé la main. On connaît super bien l'aloe vera pour ses propriétés d'hydratation, à quel point ça vient apaiser les muqueuses sèches, les muqueuses qui sont irritées, que ça favorise la cicatrisation, ça aide à calmer les démangeaisons lors de piqûres d'insectes. Bon, évidemment, tout ça, c'est possible dans un contexte où on a une aloe vera de qualité qui a gardé les antioxydants et les phytonutriments actifs. Ça, c'est bien important. Au-delà de l'usage externe de l'aloe vera, il s'agit d'une plante qui peut avoir un impact positif sur les muqueuses digestives, notamment les muqueuses de l'œsophage, de l'estomac et des intestins. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous expliquer les principes derrière les impacts positifs de l'aloe vera sur les muqueuses digestives. Comment ça fonctionne tout ça? En fait, dans l'aloe vera, vous avez des polysaccharides mucilagineux.
Ce sont des petites molécules. En fait, vous avez les noms ici à l'écran, là. L'acémanane et le glucomanane. À chaque fois que je lis des mots comme ça, je me dis, mon Dieu, qui aurait pu nous faire ça simple, mais non. Donc, ce sont des polysaccharides qui sont responsables justement dans les études humaines expérimentales. Là, on voit vraiment une régénération des tissus, puis une réparation des muqueuses digestives qui ont été lésées ou sur lesquelles on a des lésions. Donc, concrètement, on voit une cicatrisation d'ulcères d'estomac. On va avoir une meilleure réparation des tissus qui ont été endommagés. Il y a un effet inflammatoire, anti-inflammatoire local, ce qui va favoriser la réparation justement des muqueuses. Donc, tout ça, c'est vraiment possible grâce aux polysaccharides contenus dans la plante. Donc, on va aller voir ensemble, en fonction des différents produits, lesquels on doit intégrer pour quels problèmes et symptômes. On va commencer par l'aloe vera en gel. Donc, l'aloe vera en gel, ben, le mot le dit, là, ça a une texture un peu plus épaisse que le jus. Ça va procurer des effets calmants, réparateurs. On peut le prendre directement comme ça à la cuillère. À noter que le gel de Landart, le gel d'aloe vera de Landart, ce que je trouve intéressant au final, c'est qu'on a pris le jus d'aloe vera, puis on a ajouté un agent épaississant, mais pas n'importe lequel. Ils ont choisi la gomme de xanthane. Donc, c'est une gomme qui n'a pas d'impact négatif finalement sur le corps, alors que dans d'autres produits, on peut retrouver comme agent épaississant des carragénines. Les carragénines, là, vous pouvez même vérifier, il y en a dans les boissons végétales texturisées, là, les boissons végétales qu'on prend pour remplacer le lait, par exemple, ou dans n'importe quel autre produit ultra transformé sur nos tablettes. Les carragénines, chez le modèle animal, on a vu que ça pouvait perturber le microbiote intestinal. Donc, on est bien content finalement que Landart ait choisi la gomme de xanthane pour épaissir le jus et le transformer en gel. Donc, le gel, ce que ça fait, les mécanismes possibles qui vont aider justement la muqueuse de l'œsophage et de l'estomac, bien, essayez de vous l'imaginer. Moi, je trouve que ça s'imagine très bien, là, les polysaccharides mucilagineux. Ce que ça fait, c'est que ça vient vraiment comme épouser les muqueuses de l'œsophage et de l'estomac. Donc, ça crée littéralement une barrière de protection. Puis admettons que vous avez une lésion dans l'estomac, là. L'acidité là, qui rentre là-dessus, là, ça brûle, ça fait mal. Alors que si vous intégrez justement cette barrière de protection-là, eh bien, on a justement un apaisement puis une diminution de la sensation de brûlure. Grâce aux polysaccharides dont je vous parlais tout à l'heure, on a un effet anti-inflammatoire local, un effet antioxydant également. Donc, ça nous permet justement d'aller régénérer la muqueuse en question. Dans les études faites plutôt chez les animaux, on a vu aussi que l'intégration du gel d'aloe vera comme ça pouvait réduire les sécrétions d'acide gastrique, donc ça diminuait un petit peu l'acidité gastrique. Puis ça avait un effet gastroprotecteur lors d'ulcères ou de lésions. On ne l'a pas vu chez le modèle humain, là, dans ce sens qu'on n'a pas d'études chez le modèle humain de ce côté-là. Mais ce qu'on sait, c'est la formation de cette fameuse barrière protectrice-là qui vient aider à soulager les symptômes supérieurs. Pendant qu'on montait cette conférence-là, d'ailleurs, toutes mes références sont à la fin, là. J'ai deux diapos complètes. Je vais les passer graduellement avec vous tantôt pour que vous puissiez faire des captures d'écran si cela vous intéresse. On est passé sur une étude que je trouvais tellement pertinente que j'ai décidé d'en faire une diapo en soi. C'est une étude dans laquelle on compare trois groupes. Donc, un groupe, tous des gens, pardon, qui ont des reflux gastro-œsophagiens, donc des reflux. Dans un groupe, on a donné l'aloe vera. Dans un groupe, on a donné du Zantac, là, un antiacide bien populaire. Puis dans l'autre groupe, on a donné des IPP, les fameux inhibiteurs de la pompe à protons. Vous connaissez peut-être ça, là, c'est un médicament qu'on donne justement pour réduire les reflux, réduire l'acidité gastrique. Dans les trois groupes, on a eu une diminution de 8 symptômes reliés aux reflux gastro-intestinaux. Et ce qui est le plus pertinent ici, je trouve, c'est que la réduction des symptômes était semblable d'un groupe à l'autre, autant dans le groupe de l'aloe vera que dans le groupe de l'IPP et dans le groupe Zantac. Donc, le message plus macro que je veux vous laisser ici, là, c'est qu'avant d'aller vers une médication lorsqu'on souffre de reflux ou de brûlement d'estomac, là, ayez une discussion avec votre équipe médicale pour voir s'il n'y aurait pas une option plus naturelle, c'est-à-dire des changements au niveau des habitudes alimentaires. À la clinique, là,
la quantité de sucre, la quantité de gras, la gestion des liquides, la répartition des repas. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour limiter les reflux. La position du coucher, donc de dormir avec la tête un petit peu plus surélevée, ça aussi, ça fait une énorme différence. La gestion du stress, évidemment, et l'intégration du gel buvable d'aloe vera. Donc, ce sont tous des éléments à considérer. Puis peut-être avoir la discussion avec votre équipe médicale pour éventuellement soit diminuer la médication, voire même l'arrêter s'il s'agit d'une possibilité, évidemment. Du côté du jus, donc l'aloe vera en jus, donc ça se prend beaucoup plus rapidement, en ce sens que ça se rend plus rapidement, pardonnez-moi, à l'intestin. Donc on recommande de le consommer avant le plus gros repas de la journée. Ça peut être pris, oui, à la cuillère comme ça, mais vous pouvez l'ajouter là, dans un verre d'eau, dans un smoothie, comme vous souhaitez, tout simplement l'intégrer à votre quotidien. Donc, ce qui nous a mis sur la piste, en fait, de l'aloe vera versus les impacts positifs que ça peut avoir au niveau de l'intestin, c'est qu'il y a quelques études cliniques intéressantes. Évidemment, ça va nous prendre des études, des méta-analyses, des plus grandes études pour confirmer tout ça, pour dire que certains professionnels de la santé vont vers l'aloe vera dans ces cas spécifiques-là. Mais je tenais à vous partager ces études cliniques-là tout de même, parce que je les trouvais bien intéressantes. En 2018, on a comparé en fait un groupe placebo à un groupe qui prenait de l'aloe vera. Donc, toutes les personnes avaient le syndrome de l'intestin irritable et ne savaient pas en fait ce qu'ils consommaient. Donc, c'est la beauté de la chose ici, on n'a pas d'effet placebo justement. Et chez les personnes qui ont pris l'aloe vera, on a eu une amélioration significative des scores de, au niveau là, du syndrome de l'intestin irritable, donc une amélioration des symptômes. On a vu aussi une amélioration, en fait une diminution de l'activité de la maladie dans des contextes de maladies inflammatoires de l'intestin légères à modérées. Donc, quelques études cliniques qu'on a par-ci par-là, qui sont intéressantes, qui sont pertinentes à considérer. Les mécanismes possibles de l'aloe vera sur l'intestin en question, mais c'est encore une fois via les fameux polysaccharides et les antioxydants. Donc, ce polysaccharide-là, la sémanane, a un effet prébiotique. Là, si vous êtes avec moi depuis le début, les prébiotiques, on a vu tantôt que c'est l'élixir, la nourriture par excellence de vos bonnes bactéries. Donc, quand on donne des prébiotiques à nos bonnes bactéries, elles fermentent ça et elles produisent des petits métabolites anti-inflammatoires. Alors, si on veut apaiser une muqueuse inflammée, ben, c'est l'idéal de produire des molécules anti-inflammatoires via notre microbiote. Vous serez d'accord avec moi. Donc, effet prébiotique qui a un effet anti-inflammatoire. Le fait d'avoir un produit de qualité, ça nous permet d'avoir une réduction des radicaux libres et du stress oxydatif grâce aux antioxydants contenus dans la plante. Et on a même vu du côté des rongeurs, puis in vitro, que l'aloe vera avait quand même des impacts positifs sur le microbiote intestinal, qu'on va enrichir finalement un petit peu la diversité du microbiote. Mais ici, on a besoin de plus d'études pour confirmer le tout. L'End-Art a sorti il y a peut-être un an et demi là, de ça. La vie va vite. Je me rappelle pas si c'est un an et demi ou 2 ans. On met sur le marché les capsules d'aloe vera. Parce que dans un contexte où vous en prenez, vous avez des impacts positifs soit sur les troubles digestifs supérieurs ou sur les troubles digestifs inférieurs. Mais c'est pas évident de vous déplacer avec votre gallon d'aloe vera, hein, on se le cachera pas. Donc, les capsules deviennent une option super pertinente lorsqu'on voyage, lorsqu'on se déplace beaucoup, ou ben, il y en a qui aiment juste pas ça, là, prendre ça comme ça à la cuillère, puis qui préfèrent la capsule. Donc, les capsules vont agir autant au niveau de l'estomac que de l'intestin. C'est le gros avantage ici. Et les capsules d'aloe vera sont également enrichies d'inuline. Donc, ça vous fait une petite source de fibres supplémentaires. Mais attention aux intestins irritables, là. Donc, vous le savez, si vous réagissez un petit peu plus à l'inuline, sachez que les capsules en contiennent. Donc, je vous laisse analyser ça là, de votre côté en fonction de comment vous réagissez à cette fibre-là ou non. Tout ce que je viens de vous mentionner là est vrai à condition d'avoir un produit de qualité. L'End-Art va utiliser vraiment juste le filet intérieur de la feuille d'aloe vera, ce qui va nous assurer une pureté du produit. Donc, on a un produit qui n'a pas de latex, un produit qui n'a pas d'aloïne, ce qui est très important, sinon on aurait un effet laxatif, dans le fond, au niveau du produit en question. Le fait d'extraire tout ça sans solvant, encore une fois, ça nous assure de la pureté du produit, et le fait que
l'aloe vera est traité à froid, ça nous permet de garder toutes les propriétés actives de la plante. Antioxydants, phytonutriments, les enzymes, donc tout y est. Et en plus, il s'agit d'un produit certifié biologique. On aime. Donc, aloe vera, juste quand même quelques précautions ou certaines informations là, pertinentes à vous mentionner. Donc, ça peut interférer avec certains médicaments, notamment ceux qu'on prend pour le diabète. Donc, c'est important toujours, peu importe le produit naturel de toute façon qu'on intègre, de consulter votre professionnel de la santé pour être certain. Euh, de même, dans un contexte de grossesse ou si vous allaitez. Donc, toujours poser les questions à votre professionnel de la santé pour vous assurer que vous pouvez consommer le tout sans problème. Donc, je le rappelle, pour les problèmes intestinaux inférieurs, c'est le jus d'aloe vera. Puis pour tout ce qui est plus supérieur, donc brûlure d'estomac, reflux, on va y aller vers le gel. Puis si on veut agir aux deux endroits, les capsules deviennent une option intéressante. Je termine ça avec les oméga 3 et on en entend tellement parler. Oh, j'allais dire, excusez-moi, je vais prendre une gorgée d'eau, mais non, il me reste plus d'eau. Tant pis pour l'hydratation. Oh, j'ai des gens qui viennent juste de se joindre à nous, mon Dieu. On est à la veille de terminer. C'est pas grave. Alors, oméga 3. Donc, oméga 3, c'est quoi le lien avec la santé digestive? Il y en a plusieurs. On connaît bien nos oméga 3 pour leur impact anti-inflammatoire. Depuis le début, je vous parle de ça, hein. Plus on est capable de contrôler l'inflammation locale, plus on a de contrôle sur l'inflammation systémique possible. Systémique, je veux dire l'inflammation qui s'en va un petit peu partout dans le corps. Donc, on veut travailler sur l'inflammation intestinale. C'est super important. Les oméga 3 nous permettent ça. Les oméga 3, ils ont comme un petit rôle, je mets ça entre parenthèses, un petit rôle un peu prébiotique, en ce sens que lorsqu'on les consomme, ça permet d'augmenter certaines bactéries bénéfiques, soutiennent encore une fois le travail de la barrière intestinale. Donc, grâce à tout ça, peuvent améliorer certains symptômes digestifs. Mais pas n'importe lesquels. Puis on est un peu perdu dans le grand monde des oméga 3. J'ai l'impression que chaque compagnie propose son oméga 3. Donc, quelques outils pour bien choisir vos oméga 3. Pour moi, c'est tellement important de vous partager ça parce que je veux que vous ayez tout ce qu'il faut. Vous pouvez même prendre une capture d'écran si vous le souhaitez, là. Posez des questions aux compagnies pour vous assurer que vous avez un oméga 3 de qualité. Premièrement, dans votre oméga 3, vous devez avoir une combinaison de EPA et DHA, un minimum de 1000 mg par jour là, pour les deux types de gras ensemble. La forme qui est la plus facilement absorbable et biodisponible, c'est sous forme de triglycérides. Donc, ça aussi, vous pouvez toujours le voir là, sur la bouteille en question. La qualité. Et c'est là que beaucoup de choses se jouent, là, je vous dirais. Comme dans au niveau des produits Land Art, entre autres, on nous dit qu'il y a plusieurs lots qui ont été testés pour les métaux lourds, les dioxines, certaines toxines, pardonnez-moi, là, qu'on va retrouver dans les eaux polluées. Et là, je vous explique. Parce que des fois, on ne comprend pas toujours, hein. Et c'est normal, il y a tellement d'informations qui circulent. Quand on extrait le gras d'un petit poisson pour aller chercher les oméga 3, mais finalement, on trouve ça, comme je vous le mentionnais, là, dans le gras du poisson. Quand on mange, puis nous-mêmes, c'est la même chose, là. Quand les poissons avalent des microplastiques, des toxines, des métaux lourds, c'est la même chose pour nous. À quel endroit ça va se retrouver tout ça? Ça va se retrouver dans le gras. Tu sais, le corps, il fait bien son travail, veut pas, là, il se dit, ben, je vais aller stocker ça quelque part pour pas que ça fasse du dommage dans le corps. Donc, on stocke les métaux lourds dans le gras. Alors, nous, on s'en va prendre ce gras-là pour en faire des oméga 3 de consommation humaine. Alors, évidemment, vous devez choisir des oméga 3 qui ont testé la quantité de métaux lourds, qui se sont assurés de prendre l'oméga 3 dans des petits poissons sauvages, issus de pêche durable. Alors, de cette façon-là, on maximise le fait qu'il y ait le moins possible de métaux lourds dans le produit. Puis là, j'entends plusieurs personnes qui disent, ouais, mais moi, je mange du poisson dans une journée, dans une semaine. J'ai pas besoin d'oméga 3. Ça, c'est la question qui revient le plus souvent. Et je vais vous faire une blague, là, mais moi, là, j'ai rarement rencontré dans ma vie des gens qui mangent 3 fois par semaine des sardines et des maquereaux. Et là, je vous entends déjà me dire, ouais, mais je mange du saumon. Du saumon, ça contient des oméga 3. Oui, mais moins qu'avant.
Donc, si nos poissons dans la semaine, on en consomme 1 à 2 portions, que ce sont des saumons, du thon, des truites, on n'a pas assez d'oméga 3 pour combler nos besoins. C'est la raison pour laquelle on propose un supplément d'oméga 3. Et l'autre grosse problématique, c'est que même si on mange suffisamment d'oméga 3, on est dans un monde où il y a tellement d'oméga 6 sur le marché que le ratio devient complètement déséquilibré. Alors, même si on mange beaucoup d'oméga 3, si on mange trop d'oméga 6, on va avoir de la difficulté, finalement, à tirer le plein potentiel de nos oméga 3. Puis comment on fait pour manger trop d'oméga 6? Bien, c'est assez simple. On mange des aliments transformés. Donc, dans la liste des ingrédients, là, quand vous voyez l'huile de cartame, l'huile de tournesol, là, je parle pas d'huile de tournesol qui est riche en acide oléique, là. Quand vous voyez ça, il n'y a aucun problème. Mais quand vous voyez huile de tournesol, point, ça contient beaucoup d'oméga 6. Donc, l'huile de soya, l'huile de maïs, l'huile de tournesol, l'huile de cartame. Vous allez voir, il y en a partout. Et il y en a tellement partout qu'on en vient justement à avoir un ratio oméga 6, oméga 3 déséquilibré. Donc, il faut travailler un petit peu sur les deux plans. On augmente nos oméga 3 via de bons suppléments de qualité, puis on diminue un petit peu nos oméga 6 pour se ramener dans un ratio adéquat. Je vais conclure avant la période de questions. Je vais conclure en vous disant que, il y a environ 1 an et demi, Land Art m'avait demandé de cibler mes produits coup de cœur dans toute leur gamme de produits. Mes produits coup de cœur, en fait, que moi-même, je prends presque quotidiennement. Puis mes produits coup de cœur avec mon angle un petit peu plus microbiote et santé digestive. Ils les ont regroupés, puis ils ont appelé ça l'ensemble Andréane, en fait le pack d'Andréane. Alors, je voulais vous le présenter, puis vous mentionner le pourquoi du comment je l'avais choisi, parce que pour moi, c'est très important. Puis on en vient aussi au petit cadeau au petit cadeau, c'est quand même un gros cadeau que vous offre Land Art à la suite de ce webinaire-là. Donc, je vous présente ça. Les produits, en fait, que j'avais identifiés, bon, sans surprise, la vitamine D que je vous ai présentée aujourd'hui, les oméga 3. Les oméga 3, on n'a pas parlé de la santé cognitive, là, mais ça demeure en soi une des raisons pour lesquelles on va les intégrer. L'extrait de canneberge, qui n'est pas un jus de canneberge, là, c'est vraiment un extrait, donc on va sentir le petit goût acidulé. Pas nécessairement pour les infections urinaires. Moi, je l'avais principalement choisi parce qu'on sait que les polyphénols de la canneberge vont faire croître une bactérie précise au niveau du microbiote, soit l'Akkermansia mucinifila. C'est une bactérie qui a des rôles positifs au niveau de la gestion de poids, notamment, qui a des rôles positifs aussi côté métabolite anti-inflammatoire. Elle permet justement d'avoir une plus grande concentration de mucus pour protéger la barrière intestinale. Donc, on l'aime bien. On n'en veut pas trop, mais on aime qu'elle soit là. Le complexe B, les vitamines B, là, les gens qui ont déjà assisté à mes conférences, je vous dis souvent B pour brain, B pour boost. Je m'excuse pour les anglicismes, c'est plus facile à comprendre comme ça. Donc, ce sont les vitamines qui nous aident à produire nos neurotransmetteurs. Ce sont les vitamines qui nous aident à avoir de l'énergie dans la journée. Donc, personnellement, je ne les prends pas tous les jours. Il y en a qui vont le prendre tous les jours. Moi, j'aime bien les intégrer dans des moments où je suis un petit peu plus stressée, des moments où je suis un petit peu plus fatiguée, là, pour venir compléter, dans le fond, l'apport en vitamine B de mon alimentation globale et générale. Puis le collagène, bien écoutez, j'ai l'impression qu'on a ça sur toutes les lèvres ces temps-ci. On sait qu'à partir de 25 ans, on en perd 1% par année. Or, le collagène, oui, il y en a partout, mais c'est important de choisir des collagènes de qualité, donc des collagènes qui sont hydrolysés. Ici, on a un collagène qui est jumelé à la vitamine C aussi pour potentialiser son absorption. Alors, on peut l'intégrer à l'eau, notre eau de la journée. On peut le manger directement, le boire directement comme ça à la cuillère aussi, sans problème. Et bien, pour l'événement d'aujourd'hui, Land Art vous offre 20% de rabais sur cet ensemble-là. Et si vous souhaitez ajouter d'autres produits de la collection parce que ça vous tente de les essayer, vous êtes rendu à un... J'ai juste le mot refill dans la tête, là. Je suis vraiment désolée, mais vous devez renouveler, voilà, certains produits que vous avez l'habitude de consommer. N'hésitez pas aussi à utiliser le code promo ici, Andréane20. Ça va vous donner 20% sur tous les autres produits qui ne sont pas nécessairement dans cet ensemble-là. Donc, la façon de le faire, c'est en numérisant le code QR ici. Je vais donc le laisser à l'écran pour un petit bout, histoire que vous puissiez faire votre petite enquête. Donc, je vous invite à le numériser en fait tout de suite, puis y revenir peut-être tantôt
pour que je puisse arrêter mon partage d'écran pour pouvoir aller lire vos questions et vous laisser aller à l'heure que je vous avais promis. Donc, on prend une photo peut-être, on numérise le code QR, on prend en note le code promo et à la suite de ça, sinon, je pense qu'il y a peut-être quelqu'un de Land Art sur l'appel qui pourrait même vous mettre le lien web direct dans les commentaires. Ça pourrait être une autre façon d'y arriver. Donc, voici les références utilisées pour bâtir cette conférence. Donc, vous avez celle-ci et celle-ci. Si jamais vous souhaitez les recevoir, là, écrivez-moi un courriel, puis je vous enverrai ça avec grand plaisir. Alors, celles et ceux qui veulent rester en ligne pour la période de questions, vous êtes plus que les bienvenus. Si vous souhaitez nous quitter, je vous souhaite une excellente journée. Allez profiter du beau temps avant que la pluie et le froid nous reviennent. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Merci de votre présence. Puis je pense effectivement que ce sera à répéter pour les prochaines années, c'est-à-dire les conférences de l'Expo Manger Santé, de les offrir par la suite en webinaire. Je pense que l'idée vous a bien plu. Alors, sans plus tarder, je m'en vais à la réponse. Je m'en vais à la section questions-réponses. Alors, Carole demande, est-ce que l'aloe vera en jus possède les mêmes propriétés? Absolument. Donc, que ce soit le gel ou le jus, ben, les mêmes propriétés. Antioxydantes, anti-inflammatoires et prébiotiques, oui. Est-ce que ça a les mêmes propriétés au niveau de la barrière protectrice là, qui se crée vraiment avec le gel? Là, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, il y en a vraiment un qui travaille sur le tube digestif supérieur, puis l'autre qui travaille plus au niveau de l'intestin. En espérant que ça réponde bien à votre question, Carole. Manon vous demandez, est-ce que nous pouvons prendre l'aloe vera si on prend haleine pour le syndrome de l'intestin irritable? Un et l'autre, haleine, c'est un probiotique. Un et l'autre n'entrent pas en contradiction. Donc, vous pouvez effectivement essayer les deux. Le haleine, en fait, si vous souhaitez le continuer, c'est parce que ça a eu un impact positif. Les probiotiques, là, si vous intégrez ça, puis qu'après 3, 4, 6 semaines, vous n'avez aucun changement, changez de sorte. C'est parce que notre microbiote nous est tous unique, hein? Donc, votre microbiote et pas nécessairement de connivence, on va dire, là, avec ce probiotique-là. Donc, on change pour avoir des impacts positifs. La définition même des probiotiques, là, c'est qu'il faut que vous ayez des impacts bénéfiques à la consommation de ceux-ci. Nadine, vous dites, je prends les produits. Oh, attendez-moi un peu. Voyons, c'est donc bien drôle. J'ai quelque chose qui est. Ah, Actimus. Bio. Oh mon Dieu, il y a beaucoup de descriptions ici. Les quatre ensemble, que penses-tu de ces produits? C'est une excellente question, Nadine. Je ne les connais pas. Alors, je vous invite à faire un copier-coller de ça. Écrivez-moi sur mes plateformes sociales, là, Facebook ou Instagram. Je vais faire ma petite enquête, puis je vous reviendrai parce que de façon spontanée comme ça, je ne peux malheureusement répondre à votre question. Je suis désolée. Sarah, vous dites, bonjour Andréane, que penses-tu de l'oxydation dans l'huile d'oméga 3? Est-ce que c'est mieux de prendre des capsules? C'est une très, très, très bonne question, Sarah, puis c'est la raison pour laquelle c'est important de choisir le bon produit. Les oméga 3, c'est des gras sensibles, fragiles, donc c'est super important de bien les choisir, de bien les conserver. Puis souvent, on va voir certaines compagnies, en fait, qui vont mettre l'oméga 3 avec un polyphénol ou avec un antioxydant pour justement préserver la qualité. Habituellement, là, les oméga 3 qui sont en liquide comme ça, c'est des petites quantités à la fois, là. Donc, au moins, on n'a pas de reflux de poisson quand on les consomme versus les capsules. Et c'est pas, en fait, c'est pas une question de liquide ou de capsule qui va vous assurer que le produit soit pas oxydé. C'est vraiment une question de comment ça a été extrait, puis de quelle façon ensuite on l'a mis en bouteille. C'est tout le processus en arrière. Donc, c'est pour ça que je vous invite à questionner les entreprises avant de faire votre choix, puis avant d'acheter votre bouteille, pour être sûr qu'on n'a pas cette oxydation-là, justement. Donc, vous dites merci pour la conférence. C'est moi qui vous remercie, en fait, d'avoir été là. Est-ce que l'oméga 3 produit par Land Art et celui produit par Vitoli possèdent les mêmes qualités de fabrication? Ce sont deux très belles compagnies québécoises. Alors, oui, on peut être assuré là, que un et l'autre ont de très belles qualités. En fait, c'est une qualité de haut niveau. Merci, merci, merci à vous. Alors, pour chercher les fibres requises, est-ce qu'on est mieux d'avoir des végétaux crus ou cuits? En fait, la cuisson ne change pas la quantité de fibres dans les aliments. Souvent, ça va affecter, par exemple, le niveau de vitamines et minéraux, mais au niveau des fibres, vous pouvez autant y aller vers le cuit que le cru. Donc, une belle alternance entre les deux, ça convient très bien.
Alors, Lucie, vous dites, est-ce que ce serait bien d'alterner entre le jus et le gel d'aloe vera? Tout dépend, Lucie, de la problématique. C'est vraiment le message que je veux que vous reteniez aujourd'hui par rapport à l'aloe vera. Est-ce qu'on va vers le gel ou on va vers le jus? Ça dépend où vous voulez que le produit agisse. Alors, si c'est plus des reflux, des brûlements d'estomac, des problématiques, là, tu sais, que ça brûle au niveau de l'œsophage, on y va avec le gel d'aloe vera. Si les problématiques sont inférieures, c'est-à-dire dans l'intestin, c'est vraiment plus bas, là, on y va avec le jus. Ou bien, si vous voulez agir aux deux places, les capsules. Manon, exactement, j'ai essayé Alain Probaclac pour le SI et je suis beaucoup mieux avec Alain. Voyez-vous, hein? Tout est une question effectivement de souche bactérienne. Jessie, vous demandez, on peut consommer l'aloe vera tout au long de notre vie ou c'est un produit temporaire? C'est une plante de plus dans votre alimentation. Alors, à moins, écoutez, là, j'ai vu que Audriane est là, Audriane de Lenthart, à moins qu'il y ait une contre-indication à ce que ce soit sur le long terme, mais moi, j'en ai pas vu dans la littérature. Comme je vous dis, c'est un végétal de plus. Donc, si vous prenez la peine de choisir une aloe vera de qualité. Donc, pas d'aloïne, pas de latex, pas de solvant pour extraire l'aloe vera. Ça devient un produit à intégrer sans danger, mais avec les précautions que je vous ai mentionnées tout à l'heure, là, surtout s'il y a de la médication au dossier. Margaret, vous dites, est-ce que c'est bon pour améliorer la ménopause? Je prends la vitamine D4, c'est peut-être DK2 ou DK3. Ben, DK3, c'est la première fois que j'entends ça. La vitamine D, très bien là, au niveau de la barrière intestinale, comme je vous le mentionnais. Ça peut agir, oui, sur le volet hormonal, mais au niveau de l'aloe vera versus la ménopause, j'ai rien lu dans la littérature sur le sujet, mais en même temps, je ne me suis pas plongée sur les liens entre les changements hormonaux et l'aloe vera. Par contre, je peux vous dire une chose. En clinique, ce qu'on voit beaucoup au niveau de la périménopause, là, c'est les symptômes digestifs qui augmentent beaucoup à cause des déséquilibres hormonaux. Donc, le fait de prendre soin de son microbiote intestinal ou d'aller chercher justement différents ingrédients qui peuvent atténuer certains symptômes digestifs reliés aux débalancements hormonaux, ça peut faire partie des solutions, des outils finalement à envisager. Donc, ici, Audriane nous répond, pas de problème à prendre l'aloe vera à long terme, mais nous recommandons seulement de consulter un praticien en soins de la santé pour être sûr, dans le fond, qu'il n'y ait pas de problématique autre. Vraiment, là, quand on le prend dans un contexte pathologique ou quand on le prend dans un contexte où il y a de la médication au dossier, là, posez toujours plus de questions. Puis assurez-vous avec votre médecin, votre pharmacien, là, que tout est correct pour être sûr qu'il n'y ait pas de contre-indication. Alors, je pense que ça fait le tour des questions. Et voilà, mon Dieu, ben, je vous avais promis que ça terminait à 12h45. Donc, on est 12h46 pile. Je vais arrêter l'enregistrement à l'instant.